Lors de la vidéo précédente, nous avons vu deux graphiques. L'un portant sur l'abondance des éléments chimiques dans l'univers et l'autre portant sur la stabilité des atomes. Ces deux graphiques présentent tous deux un point commun, un pic au niveau de l'atome de fer. Oui, mais pour quelle raison? Il va falloir mobiliser les plus grands esprits d'une génération pour décrypter le sens de cette relation. Cette histoire va voir s'affronter deux physiciens au caractère bien trempé. Le premier est un rebelle anticonformiste du nom de Fred Hoyle. Le second est un Ukrainien excentrique du nom de Georges Gamov. C'est un réfugié de la Russie de Staline. Pour Hoyle, ce que les graphiques révèlent, c'est l'une des principales caractéristiques de l'univers, le changement. L'univers est en perpétuel changement. Les atomes essaient de gagner ou de perdre des protons pour gagner en stabilité. Hoyle et son équipe, composée de William Fowler et de Margaret et Geoffrey Burbidge, se demandent comment et où dans le cosmos a lieu la transformation de l'atome. Hoyle sait que dans les étoiles, telles que notre Soleil, l'hydrogène se transforme en hélium grâce à un processus appelé fusion nucléaire. Mais est-ce que tous les autres atomes de l'univers sont fabriqués par ce même processus? Hoyle cherche à savoir comment les atomes les plus lourds peuvent être fabriqués par la fusion nucléaire. Le scientifique a compris que ce processus ne peut avoir lieu qu'à des pressions et à des températures extrêmement élevées, de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Or, il n'y a qu'un seul endroit dans l'univers qui réunit ces conditions, le cœur des étoiles. Dans les années 40, Hoyle a calculé que le Soleil était suffisamment chaud pour fusionner des atomes légers tels que l'oxygène, le carbone et l'azote. Mais qu'en est-il des atomes plus lourds, comme le cuivre, le zinc ou le fer? Ces calculs montrent qu'ils ne peuvent se former qu'à des températures et des pressions bien supérieures à ce que peut offrir le Soleil. Cela est donc envisageable, mais dans le cœur d'étoiles bien plus massives que le Soleil. Ces immenses étoiles en fin de vie sont appelées géantes rouges. Hoyle pense que ces étoiles sont suffisamment chaudes pour permettre la formation des atomes lourds. Mais il subsiste tout de même un problème. Même à l'intérieur des géantes rouges très massives, il ne fait pas assez chaud pour que se créent les atomes les plus lourds comme l'or ou l'uranium. Pour former ces atomes, il faut les obliger à s'agréger et à devenir de plus en plus instables. Cela nécessite une température et une pression incroyablement élevées, bien supérieures à ce que peut produire la plus massive des étoiles. La seule solution est que, quelque part dans l'immensité de l'espace, il y ait quelque chose de si grand et de si chaud qu'à côté, les étoiles très massives auraient l'air de simples bougies d'anniversaire. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hoyle rencontre l'astronome Walter Baade à l'observatoire du mont Wilson, situé près de Los Angeles. Or, Walter Baade travaille sur les supernovae, les explosions d'étoiles. Lorsque les étoiles massives arrivent en fin de vie, elles s'effondrent sous le poids de leur propre gravité et explosent. Hoyle et son équipe pensent alors que les conditions extrêmes nécessaires à la formation de tous les éléments lourds sont réunies dans les supernovae. Mais il reste toujours un problème à résoudre. La nucléosynthèse stellaire permet d'expliquer comment tous les atomes de l'univers se sont créés, à l'exception de deux atomes très importants, l'hydrogène et l'hélium, les atomes les plus légers de l'univers. Dans les années 40, grâce à un équipement de plus en plus précis, les scientifiques découvrent que le Soleil est composé d'au moins un quart d'hélium. Pour en produire autant par fusion nucléaire, il aurait fallu que la température du Soleil soit de plusieurs milliards de degrés. Or, le cœur du Soleil ne dépasse pas les 15 millions de degrés. Le Soleil n'est donc pas assez chaud pour avoir créé tout l'hélium qu'il contient. Si tout l'hélium ne s'est pas formé dans le Soleil, alors d'où vient-il? Et cette question en pose une autre. Si tous les atomes de l'univers étaient au départ de l'hydrogène, comment l'hydrogène s'est-il formé? Ces questions vont déclencher l'une des plus grandes controverses de l'histoire de l'astrophysique. Car au bout du compte, la question qui est sous-entendue est: l'univers a-t-il toujours existé?
A-t-il connu une origine? Presque tous les physiciens de l'époque sont aspirés dans cette controverse. Mais deux hommes occupent le devant de la scène, Fred Hoyle et George Gamow. Gamow travaille sur la quantité trop élevée d'hélium dans le Soleil. Pour qu'il ait pu être formé uniquement par la fusion de l'hydrogène, Gamow a une idée folle. Peut-être que la majeure partie de cet hélium existait déjà avant même la formation du Soleil. Pour pouvoir affirmer cela, Gamow doit trouver un endroit dans l'univers qui doit obligatoirement être incroyablement chaud, plus d'1 milliard de degrés, soit bien plus chaud que les supernovas. À cette température-là, la matière est déchiquetée. Les noyaux d'hydrogène bougent frénétiquement et entrent constamment en collision, ce qui les contraint à se transformer en hélium à un rythme prodigieux. Mais quel événement cosmique est capable d'atteindre une telle température? En 1948, Gamow et ses collaborateurs, Ralph Alpher et Hans Bethe, proposent une théorie révolutionnaire. Elle suggère que l'univers se serait formé à partir d'une explosion cataclysmique il y a des milliards d'années. Tous les éléments seraient nés au moment de cette explosion primordiale. Le facétieux Gamow publie son article sous le nom de Alpha Beta Gamma Paper. Et en pratique, il inclut Bethe dans l'article dans l'unique but de se permettre ce jeu de mots. Gamow appuie son hypothèse sur le fait que depuis des décennies, les astronomes savent que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses ahurissantes. L'univers est en expansion. Cela signifie que dans le passé, l'univers a dû être beaucoup plus petit. Et dans un passé très très lointain, il a dû être un point minuscule, quasi infinitésimal. Cela implique que l'univers a connu un instant au cours duquel toute la matière, y compris le temps et l'espace, était rassemblée. En 1948, cette hypothèse dérange la plupart des scientifiques, qui n'aiment pas l'idée que l'univers puisse avoir un commencement. Cette idée rappelle bien trop la création divine. Mais Gamow n'en a que faire, car il sait qu'avec cette hypothèse, il peut résoudre le mystère de l'excès d'hélium dans le Soleil et dans les étoiles. Gamow se dit que si le cosmos tout entier était réuni en un point minuscule, il serait incroyablement chaud et dense. Dans les premières minutes qui ont suivi cet instant, les noyaux d'hydrogène fusionnent en hélium, ce qui explique l'excès dans le Soleil et dans les étoiles. Mais une fois passées les premières minutes, l'univers serait déjà bien trop grand, trop étendu, et donc plus assez chaud pour permettre la fusion de l'hydrogène. Mais quelques minutes, c'était suffisant pour Gamow. Dans ce laps de temps, tout l'hydrogène et presque tout l'hélium étaient fabriqués. Cela représente environ 98% de tous les atomes de l'univers. Comme Gamow l'a si bien dit, notre univers a été cuisiné en moins de temps qu'il n'en faut pour faire cuire un canard et des pommes de terre rôties. Mais en soutenant que l'univers aurait pu connaître un début, Gamow provoque une immense querelle qui divise la communauté astronomique. Fred Hoyle se révèle être le plus vif détracteur de Gamow. Hoyle détestait vraiment l'idée que l'univers est un commencement. En athée convaincu, il s'opposait à la théorie de Gamow parce que l'idée d'une création instantanée avait un arrière-goût de création divine. En 1949, lors d'une émission sur la BBC, Hoyle emploie pour la première fois le terme ironique de Big Bang pour critiquer la théorie adverse. À son grand désarroi, le terme est devenu populaire. Toutefois, Hoyle n'a pas totalement tort, car la théorie de Gamow rencontre plusieurs obstacles. Tout d'abord, même si la proportion relative des éléments lourds semble universelle, leur quantité diffère d'une galaxie à l'autre. En outre, les calculs montrent qu'il est difficile, voire impossible, de créer des éléments très lourds dans la fournaise primordiale. Enfin, en 1952, Paul Merrill trouve dans le spectre de certaines étoiles des traces de tchétchénium 99, un noyau radioactif à la vie relativement courte. Sa demi-vie est de 200 000 ans. S'il était né lors du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, il ne devrait plus en exister aujourd'hui. En 1957, Fred Hoyle, William Fowler et les époux Burbidge
évoquent une autre possibilité dans leur article B2FH. Les atomes se seraient progressivement formés au sein des étoiles les plus massives. La réponse de Gamow a été que sans le Big Bang, Hall ne pouvait pas expliquer de manière satisfaisante pourquoi il y avait tant d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Les deux hommes avaient leurs partisans, et la bataille entre les deux camps a pris une tournure assez personnelle et retentissante. Hall était considéré comme un vieil anglais grincheux et réactionnaire par les défenseurs du Big Bang, tandis que Gamow était traité de créationniste inavoué par les partisans de Hall. Le débat faisait rage dans les conférences scientifiques et dans la presse populaire. Secrètement, les deux camps savaient qu'ils avaient chacun des arguments convaincants, mais qu'il leur manquait une preuve évidente qui trancherait le débat. Le conflit s'enlise. Puis un jour, un appareil va permettre de faire une des découvertes les plus importantes du siècle et trancher la querelle une bonne fois pour toutes. Cet appareil, c'est l'ancienne antenne cornée des laboratoires Bell. C'est en réalité un radiotélescope. Mais au lieu d'avoir la forme d'une antenne parabolique traditionnelle, il a la forme d'une énorme corne qui peut faire un mouvement de rotation pour être face au ciel et capter des signaux radio de l'espace. C'est un peu comme un appareil auditif géant qui peut capter de très faibles signaux avec une précision extrême. À l'origine, cette antenne avait été construite pour la recherche sur la télécommunication avec les satellites. Mais en 1963, deux chercheurs, Arno Penzias et Robert Wilson, récupèrent cette antenne avec l'intention de sonder l'univers. Avant de commencer leur expérience, Penzias et Wilson devaient éliminer tous les bruits de fond captés par l'antenne, un peu comme les grésillements entre deux stations de radio. Ils ont consacré la majeure partie de l'année à vérifier tout l'équipement et l'électronique. Ils ont même frotté à genoux l'intérieur de l'antenne pour éliminer ce qu'ils appelaient la matière blanche diélectrique, c'est-à-dire les fientes de pigeons. Malgré cela, un léger grésillement persistait, sans qu'ils parviennent à s'en débarrasser, quelle que soit la direction dans laquelle l'antenne était orientée. La seule explication plausible est que ce bruit était le son du rayonnement, le fond diffus cosmologique du Big Bang, prédit par Gamow dès 1948. Cela constituait la preuve définitive que Gamow avait raison. L'univers est bien passé par une étape lors de laquelle il était incroyablement petit, très chaud et très dense. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est agrandi et refroidi suffisamment pour permettre la formation des atomes les plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, libérant au passage les photons, les particules de lumière. Gamow avait prédit que cette rémanence se manifesterait sous la forme d'un faible rayonnement micro-ondes, semblable au grésillement que l'on entend entre les canaux de la radio ou de la télévision, mais à une échelle beaucoup plus petite. Depuis sa découverte, le fond diffus cosmologique a été mesuré plusieurs fois par les satellites. Voici la carte obtenue en 2004 par le satellite WMAP, puis celle obtenue par le satellite Planck en 2013. La détection de ce rayonnement diffus cosmologique par Penzias et Wilson a prouvé l'exactitude de la théorie de Gamow sur la formation de l'hydrogène et de l'hélium. Avec la théorie de Hall et Fowler sur la formation des éléments les plus lourds à l'intérieur des étoiles, l'histoire était quasi complète. Nous savons maintenant comment l'univers a fabriqué tous les atomes dont il est constitué. En moins d'un siècle, la science a réussi à décrire les 14 derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Ainsi, il y a 13,8 milliards d'années précisément, pour une raison quelconque, l'univers est passé par une phase où il était extrêmement petit, de la taille d'une tête d'épingle. Pendant les 3 premières minutes qui ont suivi, dans une chaleur intense, les noyaux de deux types d'atomes se sont formés, l'hydrogène et l'hélium. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Au cours des 380 000 années suivantes, l'univers s'est étendu. À ce moment-là, un autre chapitre s'est ouvert. Les noyaux des atomes étaient suffisamment espacés pour que les photons, les particules de lumière, puissent voyager librement. Ce sont les restes de cette lumière que Penzias et Wilson ont captés avec leur antenne.
Des millions d'années plus tard, des nuages massifs d'hydrogène, les nébuleuses, se sont effondrés sur elles-mêmes pour former les premières étoiles. Grâce aux travaux de Hall et de son équipe, on a compris comment les étoiles fabriquent les divers noyaux d'atomes. Ce processus, appelé nucléosynthèse stellaire, dépend à la fois de la température et de l'évolution des étoiles. En d'autres termes, la production des divers éléments chimiques est directement liée aux diverses étapes de la vie des étoiles. Pour le comprendre, reprenons le diagramme HR que nous avons déjà présenté dans une vidéo précédente. L'axe horizontal présente la température à la surface des étoiles, et sur l'axe vertical est exprimée la luminosité des étoiles en unités de luminosité solaire et sur une échelle logarithmique. La grande majorité des étoiles, environ 90%, se trouve sur la diagonale que vous voyez de haut à gauche vers le bas à droite, qu'on appelle la séquence principale. Les étoiles qui se trouvent sur la séquence principale transforment dans leur cœur l'hydrogène en hélium, ce qui dégage beaucoup d'énergie nucléaire sous forme de lumière et de chaleur. Une fois l'hydrogène épuisé dans le cœur, les étoiles se mettent à fusionner l'hélium. Elles deviennent alors des géantes rouges, et même parfois des super géantes rouges pour les plus massives d'entre elles. Elles sont donc moins chaudes en surface, mais beaucoup plus lumineuses. Après les deux phases de combustion de l'hydrogène et de l'hélium, il faut séparer les étoiles en deux catégories. Les étoiles les moins massives, dont la masse initiale est inférieure à 8 masses solaires, perdent leur enveloppe gazeuse sous la forme d'une nébuleuse planétaire. Elles libèrent dans l'espace tous les éléments chimiques qu'elles ont fabriqués, c'est-à-dire tous les éléments colorés en vert sur ce tableau périodique. Au centre de la nébuleuse planétaire, il reste le cœur de l'étoile, un objet très chaud, de la masse du Soleil environ. C'est une naine blanche composée d'atomes de carbone et d'oxygène. Elle ne produit plus de réaction nucléaire et se refroidira très lentement pendant des milliards d'années. Pour les étoiles les plus massives, dont la masse dépasse les 8 masses solaires, la situation est très différente. Les étoiles massives ont des cœurs qui sont beaucoup plus chauds. Elles passent donc par toutes les étapes de la combustion nucléaire. Elles transforment non seulement l'hydrogène et l'hélium, mais aussi le carbone et l'oxygène, jusqu'à fabriquer l'atome de fer. À ce moment-là, la taille de l'étoile est devenue gigantesque, environ 1000 fois plus grande que le Soleil. Or, l'atome de fer est le plus stable de tous les atomes. Il ne produit pas d'énergie. Au contraire, il faut lui fournir de l'énergie pour le faire réagir. L'étoile a donc épuisé son énergie nucléaire, ce qui conduit à l'effondrement de l'étoile. Lorsque le cœur de l'étoile est entièrement contracté, une onde de choc se propage dans l'enveloppe de l'étoile. Elle chauffe les couches stellaires à de très hautes températures, ce qui provoque une nucléosynthèse explosive. Au cours de cette étape, tous les noyaux des atomes colorés en jaune sur ce tableau périodique sont fabriqués, puis expulsés dans le milieu interstellaire par une supernova de type 2. Il reste alors le cœur de l'étoile comprimé, qui, selon sa masse, forme une étoile à neutrons ou un trou noir. Revenons dans le cas des étoiles naines blanches. Si celles-ci sont seules, alors il ne se passe rien. Mais si la naine blanche a un compagnon, elle peut alors capturer par gravité le gaz du compagnon et augmenter sa masse limite qu'elle ne peut supporter. La naine blanche explose alors en supernova de type 1A et forme les noyaux des atomes colorés ici en gris. Dans le cas des étoiles à neutrons, si elles sont seules, pareil, il ne se passe rien. Mais si l'étoile à neutrons est accompagnée d'une autre étoile à neutrons, les deux étoiles peuvent fusionner pour former ce qu'on appelle un sursaut gamma. Cette explosion forme les noyaux des atomes riches en neutrons, soit tous les atomes colorés ici en violet. Il reste encore à expliquer la formation des noyaux de lithium, de beryllium et de bore. Comme on le constate sur le graphique de l'abondance des éléments dans l'univers, ces trois atomes existent en quantité très faible. Il existe environ 1 milliard de fois moins de lithium, de beryllium et de bore que d'hydrogène. En effet, ces noyaux sont très fragiles et sont détruits dans les étoiles lorsque la température dépasse quelques millions de degrés. On l'aura compris, les noyaux de lithium, de beryllium et de bore ne peuvent pas se former dans les étoiles.
Il se forme dans le milieu interstellaire. Ce milieu est baigné par les rayons cosmiques, c'est-à-dire des protons qui se déplacent très rapidement. Si un de ces protons frappe un noyau de carbone, d'azote ou d'oxygène, il le casse en morceaux, qui va donner justement du lithium, du beryllium ou du bore. On appelle ce phénomène la spallation, de l'anglais to spall, qui veut dire briser. Ainsi, toute la matière qui compose notre planète, y compris notre corps humain, a été forgée il y a très longtemps au cœur de l'univers. Par exemple, mon corps, comme le vôtre, est composé aux 3/4 d'eau, donc d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Notre corps humain contient donc des atomes d'hydrogène qui se sont formés il y a 14 milliards d'années, peu après le Big Bang. Quant aux atomes d'oxygène, ils sont un tout petit peu plus jeunes, car ils ont été formés dans le cœur des étoiles, comme notre Soleil. Cela s'applique également à un autre élément de notre corps, le carbone, élément fondamental pour toutes les formes de vie terrestre. Mon corps contient aussi des éléments de plus petite quantité, comme le fer. Cet élément a été formé dans le cœur des étoiles massives lors des 24 dernières heures de vie de l'étoile. Dans notre corps humain, il y a aussi des traces d'éléments comme le zinc, à peine 2 grammes de zinc, c'est rien du tout. Et pourtant, il est nécessaire à notre métabolisme. Eh bien, les atomes de zinc ont été créés par des supernovas. Et cela vaut pour tous les éléments naturels présents sur la Terre. Comme le disait si bien Hubert Reeves, nous sommes tous constitués de poussière d'étoiles.